Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est Hockey. Bienvenue à ce mardi des collaborateurs présenté par Garage Blainville, service Volvo. Puis là, vous vous dites, mardi des collaborateurs, ça c'est vraiment tout mêlé, là. C'était lundi des collaborateurs, non, lundi des entrevues, mercredi des collaborateurs, là, c'est rendu mardi, jeudi, samedi, dimanche. Non, c'est que là, c'est la dernière semaine de Ici c'est Hockey, chers amis. Et là, j'aimerais remercier Garage Blainville Service Volvo qui commandite cette dernière émission. Avant d'aller rejoindre Phil Paquette, lead coach des Phoenix Midget 3A. Parce que Ici c'est Hockey ce soir, chers amis, il y a plusieurs aspects de la game dans la Ligue nationale de hockey dans les dernières semaines qui avaient rapport au coaching. Et là, ça tombe bien, on rejoint le coach Phil Paquette avec nous directement de l'Arena. Phil, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, explique-nous donc, là, qu'est-ce que tu fais à l'Arena? Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, pas mal la même affaire que d'habitude, mon Matt. On essaie d'aider les plus jeunes à devenir meilleurs. Fait que c'est encore très occupé, là, même si on arrive dans le mois de juillet. Puis c'est une année qui est bizarre, hein, fait qu'on les jeunes ils touchent à la glace de plus en plus là, avec des règles qui diminuent un peu. Fait que on a beaucoup de glace encore là, pour les prochaines semaines jusqu'à notre prochain camp d'entraînement. Je suis là le mardi soir, puis quelques autres jours dans la. Puis, en effet, c'est définitivement une année qui est particulière, mais au moins, je pense que vous avez l'occasion d'avoir un peu plus de glace plus loin dans l'année comparément à d'habitude, si je ne me trompe pas. Ça, c'est quand même hot, là, le fait de pouvoir bénéficier de plus de temps pour travailler des trucs qu'habituellement, on n'a pas le temps. On en a déjà parlé abondamment ensemble au podcast de tout cet aspect pratique-là. Avant qu'on parle des Phoenix, puis qu'on parle de ce que le coach est en train de faire comme projet présentement, puis a à son agenda pour l'été, j'aimerais ça qu'on revienne sur, évidemment, le parcours du Canadien, mais on a un angle spécial parce que, comme tu es coach depuis plusieurs années, le Canadien a vécu une situation vraiment hors du commun dans les dernières semaines, notamment en perdant son entraîneur pendant 14 jours, Dominique Ducharme qui a testé positif à la COVID-19. Puis là, c'est un entraîneur adjoint qui se retrouve en chef alors qu'il y a déjà eu un changement d'entraîneur au courant de la saison. Ça fait beaucoup de changements. Puis, on a vu cette équipe-là être capable quand même de remporter la série contre Vegas, maintenir son plan de match, puis pas sans perdre son identité alors que le gars derrière le banc avait les deux pieds sur le pouf à la maison, bien malgré lui, malheureusement. J'aimerais ça que tu me parles de l'extérieur. Comment tu as vu cette situation-là? D'abord, comment tu as réagi quand tu as entendu dire que le coach ne serait pas là pendant 14 jours? T'es-tu dit que ça allait avoir un gros impact sur le Canadien? Honnêtement, avec toute l'année que le Canadien connaît, avec le parcours en série que le Canadien connaît, ça m'a surpris comme tout le monde de voir ça arriver, mais en même temps, je n'étais pas surpris parce que c'est comme adversité par-dessus adversité. Puis, ce qui fait la beauté de toute cette histoire-là, présentement, c'est que le groupe, malgré tout, est capable de rester soudé, est capable d'avancer puis de performer, puis d'aller chercher des fois des défaites, de rebondir. On l'a encore vu hier. Fait quand ça s'est arrivé, honnêtement, bon, je pense que c'était le pire scénario qui pouvait arriver là, quand tu as le vent dans les voiles, puis tu te prépares pour le prochain match, puis là, bang, c'est pas juste un match, c'est pas juste deux matchs, là, c'est 14 jours. Fait que il faut que ton équipe de coach soit incroyablement soudée. Puis je pense que c'est encore des fleurs à lancer à ce staff-là qui a eu à se connaître, à travailler ensemble rapidement quand il y a eu les changements en cours de saison. Assurément, ils ont eu la chance que le remplaçant de Dominique Ducharme, c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui avait de l'expérience avec l'équipe, c'est un gars qui a de l'air très, très calme, très posé. Quand tu dois prendre ce rôle-là, ben, je pense qu'il faut que tu sois une personne comme ça, là, puis il l'a fait à merveille. Puis avec tout le contexte qu'on connaît de cette personne-là dans sa famille, dans son passé, qu'est-ce qui s'est passé, ben, ça a ramené encore un scénario un peu plus hollywoodien à tout ça, d'amener chercher ses premières victoires dans des moments autant importants, puis rendu à ce stade-là aussi des séries. Fait que, tu sais, je pense pas que Dominique Ducharme avait le pied sur les pouces, là, on s'entend que c'est une métaphore que tu fais, mais
J'ai l'impression qu'il y a tellement eu de travail qui s'est fait à l'extérieur, la communication, de maintenir sa présence virtuellement. Puis, c'est un peu le plus qu'on a eu cette année d'apprendre à travailler avec ce qui était Zoom et compagnie pour que quand ça arrive, ben là, il n'y a pas rien qui nous ébranle là-dedans. On est capable de travailler quand même. Puis, la confiance d'avoir entre tes adjoints, justement, un staff qui est fort, qui va prendre la relève, qui va vraiment véhiculer ton message. Mais je pense qu'on l'a vu. Puis, là, on arrive en finale. La job continue de se faire, même si bon, les résultats étaient moins là. Et tu vois malgré tout que justement la constance du groupe a rapporté hier. Cette série-là n'est pas finie. Là. Ben au contraire, je pense qu'en ce moment, là, la confiance a été gagnée. Carey Price est allé chercher encore une fois la victoire avec des arrêts en temps opportun, pratiquement impossible. Puis là, ben, on s'en va là-bas, puis tout peut arriver. Fait que, honnêtement, si ça se concrétise positivement au bout de la ligne, ce soir-là peut faire un film, tout simplement. Ah, ben oui. Alors, ça, il n'y a pas de doute. C'est vraiment, on dit souvent ça, c'est utiliser vraiment toutes les sauces. Puis c'est lorsque un scénario comme celui qu'on a cette année, qu'on voit à quel point cette expression-là est trop utilisée. Parce que là, réellement, là, ici, pour la première fois depuis toujours, là, si le Canadien réussit à l'emporter, c'est, et je pèse mes mots, l'une des plus grandes remontées de toute l'histoire du sport. Littéralement, d'une équipe qui était le underdog comme ça, qui termine si loin au classement, qui réussit à remonter les champions défendants, etc., etc., etc. Et le match 7 serait là-bas. Écoute, tout est là. Avec le coach qui part, les gars qui se blessent, Price qui revient pour les séries. Absolument. Puis ma question va dans ce sens-là. Est-ce que tu sens que, ben en fait, est-ce que tu penses que ce sont ces événements-là qui ont un peu, à première augure, une allure de catastrophe, un peu quand tu dis « Oh non, je perds le coach » ou « Oh non, tel joueur est blessé » ou « Oh non, on t'accuse n'importe quelle blessure, n'importe quelle perte importante. » Est-ce que c'est ce genre d'événement-là qui soude une équipe par la difficulté de passer à travers? Oui, il y a l'adversité, oui, mais en même temps, tu dois, comme toujours, être un peu en mode solution. Est-ce que cette équipe-là s'est développée une débrouillardise de groupe à force de passer à travers des épreuves? Est-ce que c'est ces résultats-là qu'on voit en finale de la Coupe, à ton sens? Bon, je suis convaincu que oui. Là. Ça a un impact là. Ça va avoir un impact pour les 3, 4, 5 prochaines années. Il y a 4 jeunes présentement en bas de 21 ans qui vivent une finale de la Coupe Stanley à travers ce parcours-là rocambolesque. Puis ça, c'est dans les records de la Ligue nationale, c'est d'habiller des joueurs aussi jeunes, autant de joueurs aussi jeunes. Fait que ça, de un, après ça, une remontée comme ça, si on l'amorce et qu'on vient à bout de la faire, ça s'est fait une fois, puis c'est dans les années 40. Fait que tout, puis même si ça se concrétise pas, même si ça se finissait le prochain match ou l'autre ou whatever, ce parcours-là, en bagage, vient de faire en sorte que le corps de cette équipe-là, autant les vétérans, autant les plus jeunes, ça va toujours rester ça là. Tout le temps que ces joueurs-là vont être des Canadiens de Montréal, ils vont toujours ramener ça à ça dans le futur. À ce moment-là, on a fait ce qui est arrivé ça. Tu ne peux pas avoir pire scénario là, que tout ce qui s'est passé cette année pour en arriver où ils sont aujourd'hui. Ce bagage-là, il n'y a pas de prix là, pour le Canadien. Et je pense que l'équipe a commencé à se créer, oui, au début de l'année. Il ne faut pas enlever ce qui s'est fait au début de la saison, puis la séquence de victoire, puis les nouveaux joueurs qui ont rentré, puis tout ce qu'on a vécu. Après ça, c'est sûr qu'il allait avoir un slump comme il y en a à tous les ans. Puis, bon, ce slump-là, malheureusement, a coûté les jobs. Mais après ça, tout le monde s'est saisi. Encore une fois, ça n'a pas été facile. Puis là, tu rentres dans les séries. Tu as encore de l'adversité sur ta première série. Tu fais ton comeback. Après ça, tu avances avec ça. Je pense que maintenant, cette équipe-là, tu ne peux plus les mettre dans la catégorie des équipes qui cherchent, des équipes qui n'ont pas d'identité, des équipes qui ne peuvent pas avancer puis croire année après année à être des contenders pour la Coupe Stanley. Là. Ils ont cette expérience-là. Les vétérans qui sont là, assurément, il y en a qui vont bouger, mais ils vont aller rechercher d'autres gars dans le même style. Ton corps de jeunes, là, on l'a. Il produit dans les moments payants.
Moi, je pense que on est chanceux de vivre ça. Les plus jeunes sont chanceux de vivre ça parce qu'il y en a que ça fait 25 ans qu'ils attendent de voir une équipe comme ça. Fait que c'est le fun. Comme j'en jasais avec mon staff cette semaine, on va pouvoir finalement se servir de notre équipe en exemple pour enseigner à nos joueurs et arrêter de se baser sur des modèles extérieurs. Là, on en a une qui travaille, qui est capable de scorer des goals, qui frappe, qui se tient, qui a une structure. Regarde, c'est juste du bonbon là, pour les entraîneurs québécois d'avoir ça chez nous maintenant. Bon, c'est très bien dit. Puis, ça m'amène à faire un petit mea culpa. Moi, j'ai été le premier à bâcher sur Dom Ducharme de tous les bords, de tous les côtés, sans nécessairement vouloir sa tête, mais j'avais une conviction, là, vraiment, au moment de la saison régulière, que ce coach-là n'était pas rendu là. Je ne le sentais pas en contrôle. Je le sentais un peu dépassé par les événements. Puis, certains me répondront pas mal comme n'importe qui a une promotion, qui occupe un nouveau poste. Au début, ça va toujours vite, puis il faut que tu pognes le pace, absolument. Puis je pense que c'est ce qu'on a vu. Là, cette équipe-là dont tu fais mention, puis j'ai adoré la description que tu as faite, puis ça m'amène à ce point-là. Est-ce que c'est l'équipe de Dominique Ducharme? Est-ce que c'est le système de jeu de ce coach-là, sa manière de rallier les joueurs? Puis on spécule encore une fois, toujours en train de le mentionner, mais la discussion, je pense qu'elle vaut la peine qu'on l'aille, puisqu'on a tellement décortiqué l'embauche de ce coach-là, tout le déroulement du processus, la manière dont ça s'est fait. Puis là, il arrive dans une situation où ça a fonctionné, mais cette équipe-là n'était pas capable de gagner un match en prolongation en saison régulière. Ils sont presque imbattables en prolongation, sauf une seule fois en série. Oui, on retrouve beaucoup de bonnes choses qu'on a vues au début de la saison, mais semble avoir corrigé certaines lacunes. Puis alors que ça allait moins bien, ben, les forces, on les a aussi. On semble avoir une équipe qui est à son meilleur dans plusieurs niveaux. Puis je me pose la question, d'où est-ce que ça peut venir, à part des changements faits par le DG? Dans le sens où il y a quelque chose qui n'allait pas bien, puis est-ce que ce move-là a vraiment ramené le bateau? Puis, sous question rapidement, tu sais, le Canadien était à peu près un but là, d'être éliminé en première ronde. Là. Il se fasse carrer ce but-là. Tu sais, genre, tout est terminé. Avec des si, on va à Paris, là, mais cette équipe-là a quelque chose de spécial. Est-ce que c'est le coach? Ben, assurément, ça part du coach. C'est un capitaine de navire, là, t'as beau avoir le meilleur navire au monde, mais si le capitaine n'est pas capable de faire travailler tout le monde dans le même sens, mais ça ne marchera pas. Alors? Puis la job du coach, moi, je pense, à la base, c'est de rallier ton équipe de coach, donc de gagner la confiance de ces gens-là. Et après ça, c'est d'aller chercher la confiance et le respect de tes joueurs qui ont le respect dans ta chambre. Fait que, de ce qu'on peut voir, encore une fois, on n'était pas à l'interne et on n'a pas accès à ça, mais de ce qu'on a pu comprendre, de ce qu'on a pu aller chercher comme information que certains joueurs ont laissé fuiter, c'est qu'à 3-1 dans la première ronde, ben, des gars comme Weber, Perry, Petrie, Price se sont levés, ont pris le discours, puis ont embarqué dans le bateau de Dom Ducharme et ont décidé qu'on s'en allait par là. Les autres n'avaient qu'à suivre. Fait que, ça se fait pas du jour au lendemain, surtout pas quand tu arrives en plein milieu de l'année, surtout pas quand tu peux pas pratiquer le corps de qu'est-ce que tu as dans une saison, que tu es pogné tout de suite, que tu es lancé dans le jungle, que justement, tu es jugé avant même d'avoir mis ta première cravate pour ton premier match. Fait que là, les joueurs, là, ils lisent ça dans les journaux, ils entendent ces choses-là. Après ça, c'est facile d'apporter des jugements. Là. Fait qu'il faut que tu donnes le temps à ça de faire son œuvre. Tu sais, moi, mon père m'a toujours dit, tu ne tourneras pas un paquebot en 5 minutes. Là. Fait qu'il faut que tu y ailles en étapes. Il faut juste que tu fasses les petites choses que tu crois payantes. Tu vas chercher cette confiance-là, puis que ton discours il soit pertinent. Puis après ça, là, rendu professionnel, tu savent comment jouer, on s'entend. Là. Fait que c'est juste juste les faire croire en ta manière de voir la chose, puis d'y aller au mérite. Tu sais, je pense que plus tu montes, malheureusement, plus tu as les mains attachées, souvent. Il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de questions de contrat, il y a beaucoup de gestion à faire avec ça. Malheureusement, si un tel joueur ne fonctionne pas,
C'est pas toutes les organisations qui vont me laisser de l'attitude de dire, regarde, il marche pas, peu importe, il fait 5 millions, j'en ai un qui est à 1 million, qui marche plus, qui va m'aider à gagner. Assurément, au mois d'octobre, ça se fait pas dans les nationales ou ça se fait quasiment pas. Ils vont continuer avec leur line-up pour essayer que ça aille le plus de bon sens possible jusqu'à la fin de l'année. Mais là, tout le monde est arrivé, là, on a réussi à se faufiler dans les séries, puis là, j'ai l'impression qu'à 3-1, ça a été, regarde, t'as plus rien à perdre. Fais ce que tu crois selon ton feeling. Et nous autres, on va suivre ça. On va embarquer là-dedans. Il a fait les changements en conséquence. Il y a encore, sur le dernier match, en sortant Kéké et en sortant Edmondson. Puis là, bang, il embarque des joueurs. Puis on va chercher le win. Ça va peut-être durer 2 matchs. Puis après ça, Kéké va revenir. Mais il faut que les gars acceptent ça. Ça, c'est du feeling de coach, c'est de la communication d'entraîneur. C'est d'essayer de mettre les meilleurs soldats en place pour la bataille du soir, parce qu'on en a une dans 2 jours, ça ne veut pas dire que ça va être les mêmes, ça ne veut pas dire que tout le monde va être en santé. Fait que, je pense que tout ça lié ensemble fait en sorte que oui, il y a une grosse tape dans le dos à donner à Dominique Ducharme, qui a respecté en ce moment ce qu'il a créé, ce qu'il a mis en place, ce qu'il a vendu pour que présentement, ben, on est en finale de la Coupe Stanley. Je suis désolé, peu importe ça serait qui en arrière du banc, là? Ça fait 28 ans, là, qu'il y en a qui sont là, qu'il y en a qui ont. Qui essayent tout ce qu'ils peuvent, là. Ben oui, c'est ça. Ben oui, ils ont l'expérience, ils ont les Coupes Stanley, ils ont tout, là. Ça n'a pas marché. Fait que, je peux pas croire qu'il n'a pas fait de quoi qui a été payant pour lui. C'est peut-être la chance du nouvel arrivé, c'est peut-être l'énergie qu'il amène, le calme qu'il amène. Tout le monde chiale qu'on dit, ah, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Non, mais il n'y en a pas quand il gagne, puis il n'y en a pas quand il perd. Fait que ça veut dire qu'il est capable de toujours garder la tête froide puis de prendre les meilleures décisions possibles. Puis je suis convaincu, puis à la fin de la run, il y a le gros trophée au bout des bras. D'après moi, il va en avoir de l'émotion rentrée chez eux. Puis ils vont faire depuis. Même devant Kodak, il va en avoir avec le gros trophée dans les mains. Il va se laisser aller, là. Possible, ou peut-être que non plus. Peut-être que non aussi. Quand je me transpose là-dedans, ça devient la récompense des joueurs, tout ça. C'est tout à l'idée le bateau. C'est eux autres qui ont fait la job. Fait que, moi, je serais de type à être low profile, puis à être content pour mes joueurs, puis juste prendre le temps d'admirer à quel point ils sont contents, puis la satisfaction d'avoir accompli tout ça, puis de se dire, regarde, on l'a fait en équipe, puis de suite rapidement penser à la prochaine run, parce que là, c'est année après année, tout ça, tu tombes dans un cercle. Tu veux que ça continue, tu veux amener des nouvelles choses, tu veux répéter. Fait que moi, je l'aime. J'aime comment il est calme. Même quand il parle aux caméras, il gagne une série. Regarde les 2 entrevues qu'il a faites après les deux victoires des séries qui étaient là. C'était toujours le petit sourire en coin, en voulant dire personne ne croyait à nous, on est là, on continue, on a faim. Still work. Ouais, exact. Ça, j'aime ça. Non, absolument, absolument. Puis je pense que tu as bien imagé ça dans le sens où le capitaine du bateau, il est si important. Puis des bons joueurs, il y en a dans les 31 équipes, bientôt 32. Des bons coachs, il y en a dans chacune des équipes, du bon staff, etc. Comment tu te démarques pour devenir celle qui se rend si loin, qui l'emporte ou qui passe si proche dans la finale? C'est en créant une énergie, oui, le groupe de joueurs, aussi le gars qui les rallie, toutes ces petites décisions-là. En finale de la Coupe Stanley, 3-0, tu sors Kéké, tu changes ta 3e paire de défenseurs au complet. C'est quand même des moves audacieux qui ont été très payants. On a vu le match de Kulak hier, passé proche de faire turnover sur son feed, là, mais il a gardé le puck et il a fait un beau jeu. Puis moi, je ne suis pas un défenseur de Kulak, mais il a joué un bon match hier. Le but de Romanov, c'est la fougue que tu avais besoin. Il a mis la puck au net comme Merrill aurait peut-être probablement pas fait, il l'aurait mis dans le fond. Puis c'est correct, puis en même temps, cette énergie-là, elle a été amenée pile au bon moment. Et moi, je vais abonder dans ton sens. Je pense que... Puis je salue Igor, là, en passant, qui nous dit salut à nous deux. Bonjour à Igor, qui est avec nous. Puis salut à mon ami Antoine Gagné, qui dit c'est le premier entraîneur de la nouvelle génération qu'on a, de la nouvelle école. Puis c'est tout à fait vrai. Puis moi, j'ai l'impression, puis ce que je trouve nice de ça, c'est qu'on a déjà parlé de ça au podcast avant que tout ça arrive. Et j'ai comme l'impression que c'est un peu les fruits récoltés par le Canadien d'avoir donné la chance à quelqu'un
qui n'a pas fait comme tout le monde avant. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que tous les autres ont fait comme tout le monde avant. C'est les raisons qui ont mené et le groupe de joueurs et toutes sortes de trucs. Là, on s'entend, c'est des dizaines et des dizaines de facteurs qui font en sorte que tu te ramasses là ou non. Là. C'est pas un plus un, là, mais je suis pas en train de banaliser, mais bien de simplifier le tout pour la discussion. Fait que j'ai comme l'impression, en tout cas, que c'est ce facteur nouveauté, fraîcheur-là, décision osée, comme tu l'as dit, pas trop expressif, mais en même temps, il l'a quand c'est le temps et particulièrement, j'ai l'impression qu'il joue ce rôle-là pour les raisons que tu as dites, c'est-à-dire laisser tout le crédit aux joueurs, laisser tout cette labeur-là qu'on voit sur la glace, parce que les gars se donnent, ils frappent en tabarouette. Presque tout le monde finit sa mise en échec. Tu compares à une équipe comme Tampa où tu as un gars comme Kucherov qui fait absolument seulement ce qu'il veut, là, même en finale de la Coupe, là, seulement ce qu'il veut. Là. Il lève même pas le stick, genre, ça ne tente pas. Là. Puis personne ne dit rien parce qu'il stats tellement, je comprends, pas chialer, mais c'est pas le même genre d'équipe où là, tu as 4 lignes, là, tout le monde, là, le puck dans le fond, let's go, n'importe qui, là. Perry, Gallagher, away. Fait que non, c'est particulier de voir cette combinaison-là de, tu sais, un gars comme Weber, là, c'est d'homme du charme, là, puis quasiment être un chum, là, genre, là, tu sais, ils sont pas loin, ils sont pas dans la même génération, ils sont pas loin, là, une dizaine d'années de différents, puis c'est tout, je suis convaincu, moi, que ça, tout ce vent de fraîcheur-là, ce non-traditionnalisme-là, je vais utiliser cette expression-là, a définitivement fait une différence, moi aussi. Bon, super intéressant pour ça, Phil. Je pense que c'est un sujet que c'était le fun de conclure un peu là-dessus, alors qu'on n'a pas la conclusion, là. Si le Canadien l'emporte, on aura l'occasion d'en parler l'année prochaine, mais ça va être un peu le plus beau résultat qu'on aurait pu espérer du Canadien, mais de la perspective de notre chronique, en même temps, quelque chose de particulier parce qu'on a tellement parlé de ces enjeux-là, alors que ça allait pas si bien, alors que les Canadiens n'étaient pas nécessairement capables d'aller chercher les résultats escomptés. Puis là, finalement, après avoir laissé une chance aux coureurs, ça avait l'air que peu importe qui gagne ou qui perde, on peut vraiment dire mission accomplie. En majuscule même, j'ajouterais. Donc, très bien pour ça, très bien pour ça. Phil, parle-moi maintenant d'Équipe Québec. Parle-moi de ton implication avec Équipe Québec. Moi, je ne m'y connais pas beaucoup dans ce qui se passe l'été. Donc, je pense que je ne suis pas le seul et que les gens qui sont avec nous également aimeraient avoir quelques précisions de ce côté. Comment ça fonctionne? Quel est ton rôle? C'est la 5e saison que tu es sélectionné. 5e, 6e? 5e. 5e. Fait que je te laisse la parole. Ben, dans le fond, les programmes d'Équipe Québec, les programmes d'excellence de ce niveau, c'est vraiment pour tenter de rassembler autant dans le moins de 15 ans que dans le moins de 16 ans les meilleurs joueurs de ces années-là pour rapetisser l'entonnoir vers les moins de 17 ans, après ça avec les équipes Canada, puis partir le processus jusqu'au moins de 20 ans pour les championnats mondiaux. Fait que ça part avec ces programmes-là ici. Moi, dans le fond, ça va être ma 3e année au U16. J'ai fait 2 ans aussi au U15. Donc, à tous les ans, au niveau des entraîneurs, il faut que tu appliques, tu envoies ta candidature là-bas pour un des 2 programmes. Fait que, moi, c'est la 5e année consécutive, là, je vais le dire de même parce que l'année passée, il n'y en a pas eu à cause de la COVID. Mais c'est toujours plaisant parce que tu travailles de 1 avec la crème des joueurs provinciales, de 2 avec plein d'entraîneurs de qualité qui ont chacun leur bagage, qui sont dans différents niveaux, autant du Madame 3, Midget 3, Midget 3, junior majeur. Il y a des gars qui reviennent, qui ont goûté au professionnel. Fait que chacun amène son bagage. Tu sais, pour nous, c'est une semaine enrichissante justement que tu vas chercher de 1, des nouvelles connaissances, de 2, tu fais des nouvelles rencontres, donc tu agrandis ton réseau de contacts. Et souvent dans ces programmes-là, tu travailles avec des gens, puis quand ça va bien, peu importe qui s'en va au prochain niveau après, les références sont toujours bonnes, puis tu es capable aussi de peut-être de créer des nouvelles opportunités. Fait que pour ça, c'est super intéressant. Puis avec Hockey Québec, on est super bien encadré, puis on est vraiment traité comme des professionnels, c'est qu'on travaille dans des contextes qui sont super plaisants, puis les joueurs sont traités comme des pros, puis autant au niveau des pratiques, autant au niveau des matchs, on est capable d'aller chercher une expérience là-dessus. Fait que c'est des semaines qui sont exigeantes parce que ça commence tôt le matin, on finit tard le soir, on évalue les joueurs. Dans le fond, avec le processus,
global, c'est vraiment de partir avec le U15 qui, normalement, c'est 80 joueurs invités. L'année suivante, ça descend à 40 avec le U16. Puis après ça, bon, ben, les joueurs qui sont invités dans les U17 au niveau canadien pour l'année d'après, ben, ça déboule comme ça. Fait que, on est capable de travailler avec ces cohortes de joueurs-là pendant quelques années quand on a la chance d'être là, pour plusieurs années. Moi, cette année, le U15, le staff qui a été nommé, c'est le staff qui va aller aux Jeux du Canada en 2023. Fait que eux autres vont commencer à travailler ensemble cette année, puis ils vont descendre avec un groupe de joueurs. Exact. Fait que, ils vont travailler pendant pratiquement 2 ans ensemble, puis à aller chercher, là, évaluer leurs joueurs jusqu'à temps d'avoir leur top 20, 22, je ne sais pas combien il y a même de joueurs là-bas, pour les Jeux du Canada. Fait que, c'est des belles opportunités. Puis je pense qu'on a vraiment à gagner à pouvoir se présenter là-bas quand la chance est là. C'est pour ça qu'année après année, moi, je postule là-dessus. Je suis chanceux présentement parce que je ne sais pas s'ils ont piqué de moi, mais ils m'amènent régulièrement. Fait que je suis capable d'aller chercher ben des nouvelles connaissances. Fait que pour ça, c'est super le fun. On commence ça le 19 là, juillet, c'est une semaine du 9 au 23. Fait que ça va être une grosse semaine avant le début de notre camp à nous. Mais en même temps, je reviens souvent de là avec des nouvelles idées, des nouvelles choses que j'ai vues, des nouveaux exercices et des nouveaux discours. Fait que je suis capable tout de suite d'appliquer ça avec les joueurs. Fait que c'est un plus pour eux. Ouais, puis c'est hot tu l'as dit, de travailler avec la crème des joueurs de cet âge-là. Puis en même temps, j'ai l'impression que tous les gens qui sont là, autant le staff, les coachs, ce sont non seulement les meilleurs, mais également probablement les plus passionnés. Puis ceux qui ont le plus envie d'être là. Fait que je suis convaincu également que le climat doit être vraiment sur la coche. Puis par rapport aux 2 ans, j'étais en train de me dire, si tout le monde sélectionne son staff 2 ans d'avance, que c'est comme ça dans les autres provinces aussi, ça va donner lieu à des compétitions assez relevées, là. Tu as le temps de mettre plusieurs choses en place. On s'entend, c'est pas comme si tu choisissais tes gars 2 semaines avant de partir, là. Exact. Hein, c'est hot. Exact. C'est la partie de la chose. C'est un peu ce qui est plate au niveau du 20. C'est quand les gars sont sélectionnés un mois avant la compétition, puis là, tout de suite avec la cohésion, puis là, les Québécois, les Anglais, les gars qui ont Ils ont tous déjà joué ensemble. Ouais. Mais tu peux dire pour les Jeux du Canada, là, moi je parle quand tu arrives au U20, au championnat junior, ben, ça se fait un mois avant, puis ils vont chercher leurs joueurs, puis après ça, ils essaient de créer une cohésion là pour le plus grand championnat junior au monde. Mm-hmm. Quand tu te compares avec les Américains, qu'eux travaillent ensemble depuis le programme U17 au NTDP, U18 ensuite. Fait que, le corps de joueurs grandit ensemble, puis au final, c'est la majorité de ces gars-là qui se retrouvent dans leur équipe U20. Ils viennent à bout de bien performer depuis des années à cause de ça, parce qu'ils ont cette longueur d'avance-là de 1 an, 2 ans, 3 ans d'avoir travaillé ensemble. Fait que c'est un peu le même principe qu'Équipe Québec fait pour commencer tôt sa sélection, puis son travail ensemble, puis descendre le discours, puis bâtir avec ça. Fait que les joueurs continuent le processus jusqu'au bout. Ben, ça fait 2 ans là, quand ils arrivent à la compétition, qu'ils entendent les entraîneurs répéter les mêmes choses, travailler les mêmes choses, les préparer dans le même sens, établir des routines, établir une structure. Ça, je pense que c'est bénéfique. Puis nous autres, ben, quand tu n'es pas sur ce groupe-là qui revient aux 2 ans, ben, de travailler avec l'autre cohorte, ben, qui la prépare, en fait, puis continuer à avancer avec ces joueurs-là l'année suivante. Fait que c'est bénéfique au bout. Je pense que les joueurs, ils retirent beaucoup de ça. C'est sûr que cette année, là, vu qu'avec la COVID, les pré-camps midget 3 sont positionnés au début août, puis tout le camp d'entraînement arrive après, ça fait chargé pour les joueurs qui vont être, par exemple, au U16, parce qu'ils vont avoir une semaine de break entre cette semaine-là puis le début de leur pré-camp pour la majorité. Fait que c'est vraiment lourd comme charge de travail, mais je pense qu'il faut dealer avec ça, puis qu'ils doivent faire affaire avec ce qu'ils ont présentement. On va sortir de toute cette situation-là, là, plus les semaines vont avancer. On se prépare pour ça. Là, on travaille là-dessus pour être prêt là, pour le 20. On n'est pas loin de retrouver une normalité. On n'est pas loin. Phil, d'abord, je veux juste remercier Gab qui nous dit good job, pardon, pour la belle saison, les boys, Gab Leblanc, dans le chat. Merci, Gab, super gentil. Puis Phil, en terminant, tu as le temps de nous parler des sélections pour l'équipe des Phoenix M18-3A, où tu retournes sur la glace, ou en tout cas, je ne sais pas si tu as le temps. Non, j'ai le temps un petit peu. Écoute, nous autres, ça n'a pas vraiment arrêté cette année, là, justement, encore à cause de la pandémie, vu
qu'on ne jouait pas de match, l'organisation a voulu donner plus de temps de glace aux joueurs. Fait qu'on a réussi à rester sur la glace en pratique jusqu'au 10 juin. Fait que normalement, sachant qu'on dans une année normale, on termine ça en avril, comme au bout des championnats début mai. Après ça, c'est fini. Fait que là, en étant sur la glace jusqu'au 10, on n'a pas eu vraiment de repos. Après ça, une semaine ou deux à travailler un peu qu'est-ce qu'on allait amener pour la prochaine saison. Puis là, ben, on se retrouve en juillet que dans 3 semaines, le début du pré-camp, le 1er août de notre côté. Là, c'est un mois d'août qui est extrêmement chargé là, avec une semaine de pré-camp, une journée pour faire la première coupure là, qui va descendre notre lot de joueurs à 42. Cette année, on a une année record. En tout cas, pour les 6 dernières années, on a une année record avec 102 inscriptions et quelques-unes qui s'ajoutent présentement. Fait qu'on va avoir beaucoup de monde. 102? 102 présentement. Wow, bravo, bravo. Ouais, on est vraiment content là. La réponse est là. Puis, je pense que justement, l'année qu'on vient de faire a permis de changer quelques dossiers dans mon paquebot et d'amener ça dans une autre direction. Puis ça a peut-être moussé tout cet effet-là qu'on a alentour de notre organisation présentement. Fait que on va commencer, c'est ça, une semaine de pré-camp, grosse peu, après ça, notre camp d'entraînement sur 12 jours. On close ça, une journée après, on part en retraite fermée. 2-3 jours après, on va starter la saison. Fait que le 1er août jusqu'au 1er septembre, on a comme 2 jours de break. Ça va être extrêmement chargé encore cette année. Mais notre staff est super motivé là, parce que ça commence pour de vrai et qu'on puisse coacher des matchs, travailler vraiment ensemble là, semaine après semaine. Fait que, on se prépare, on essaie de profiter des derniers jours un peu plus tranquilles quand il y en a. Parce qu'après ça va être non-stop jusqu'au fêtes. C'est un nouveau projet. On est content. On a une projection là, avec toutes ces inscriptions-là là, d'avoir vraiment un beau groupe de joueurs qui va se présenter, qui va vouloir tout donner pendant les sélections pour venir se tailler un poste avec nous. Nos anciens savent maintenant qu'il n'y a rien d'assuré, qu'il faut qu'ils se présentent en grosse forme physique avec un mindset qui est dans la même lignée que qu'est-ce qu'on a mis en place cette année. Fait que, je pense que ça augure bien là, pour vraiment bâtir une structure qui est solide et avancer avec notre groupe. Ah, solide. 102 inscriptions. Solide. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Puis tu viens de me faire réaliser à quel point ça va aller vite. Ça va repartir tellement vite. Puis c'est vrai que la saison en midget 3, ça ne vient pas. Là. Ça commence vite. Ça finit vite aussi tôt, là, comparément aux saisons professionnelles. C'est donc dire que là, avec la glace prolongée, comme tu l'as bien dit, ça fait qu'il n'y a pas énormément de pauses pour les joueurs qui vont retourner bientôt dans ce beat-là. Puis ça va venir, j'ai envie de dire en terminant. Là. À un moment donné, elle va finir par arriver cette game-là. J'ai bien hâte de venir au multiglace, regarder peut-être un premier match, pas de la passerelle, parce que ça veut dire ça. Je n'ai jamais regardé un match du Phoenix, mais pas, oui, une fois dans la bulle de verre. Une fois dans la petite loge, là. Une fois dans la petite loge, mais une fois ou deux, le maximum. Sinon, moi, j'étais un gars de passerelle. Ça va me rappeler de bons souvenirs, puis ça va être, je pense, très spécial, non seulement pour vous, non seulement pour le groupe, mais aussi pour toute l'organisation. C'est-à-dire, après tout ce travail-là, 102 inscriptions, c'est une partie là, de la récompense là, qui, je pense, là, ça s'est bien répandu. Les gens embarquent, ils veulent faire partie de cette équipe-là. Mais je pense que le moment où l'équipe va être faite, les noms vont être imprimés en arrière des chandails, les sticks vont être tapés, les patins bien aiguisés, puis à 5 minutes d'embarquer sur la glace, là, ça va être comme le temps de dire après, habituellement, on dit un entre-saison de préparation, mais là, après 1 an et demi de préparation, l'arrivée de ce moment-là, en tout cas, je ne vais pas donner plus hâte que tu as déjà, mais je pense que ça va être vraiment un grand moment, non seulement pour le Phoenix, mais également pour toutes les organisations qui mettent les bouchées doubles dans les derniers mois pour garder les jeunes motivés, accrochés, puis leur montrer que c'est pas du temps perdu, que ça va venir. Puis là, ah oui. Igor qui dit jeu, café et biscuits inclus dans la loge. Ça, tu vois, je m'en souviens. Fait que finalement, j'ai peut-être regardé plus que 2 games parce que les biscuits sont bien bons. Mais Phil, en terminant, je voudrais te remercier pour nos segments les plus intéressants et les plus longs, les uns que les autres. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir dans l'équipe. Tu as une perspective qui est très intéressante. Puis comme je t'ai déjà dit de nombreuses fois, une manière d'amener les choses, puis
de parler avec ton ton de coach qui donne, à travers laquelle on sent la passion, à travers laquelle tu transmets bien ta passion. Donc, ça a été un plaisir. Avant de te laisser répondre, pour l'an prochain, nos segments de collaborateurs ne seront pas seulement 4-2. Donc, l'écran sera divisé en 3 ou bien en 4. Puis, on aura l'occasion d'avoir des échanges, des discussions qui seront peut-être un peu plus animées que des one-on-one parce que je pense que j'avais beaucoup de segments avec les collaborateurs qui étaient très intéressants, mais ça reste que c'est une jasette entre chums. Il faut que tu connaisses un peu les gars. Nous, on a notre discussion qu'on a eue plusieurs fois en ondes, mais aussi hors d'ondes. Donc, je pense qu'il va y avoir un climat et tout au courant de la saison prochaine qui sera très agréable. Et je suis convaincu que tous les points que tu as pu amener cette année seront d'autant plus intéressants dans le prochain format qui nous attend. Donc, merci beaucoup pour ton temps, ton implication. Ça a été très apprécié. Ben, c'est moi qui te remercie, Marc. Et, félicitations. Là, je sais à quel point il y a du travail en arrière de tout ça. Puis autant avec ton équipe à toi aussi. Je pense que tu es le coach de cette gang-là, d'essayer de manager tout ça, de mettre une cohésion dans tes collaborateurs, dans les gens qui font les visuels, qui mettent en ligne tout ça, qui travaillent avec toi. Fait que des projets comme ça, je pense que quand on est des gens carbeux justement dans nos passions respectives, on a besoin de ça. Puis quand on arrive après une saison, on regarde tout ce qui s'est passé, puis on veut améliorer, puis on veut changer les concepts, puis on veut amener d'autres choses. Fait que ça a été un plaisir, honnêtement. Puis je pense que c'est le fun de discuter de ça parce que c'est beaucoup des discussions d'interne qu'on a normalement, puis que les gens peut-être qui n'ont pas ce point de vue-là. Fait que ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Puis ça va être avec un grand plaisir que je vais me rejoindre à ton équipe si tu as besoin. Belle chimie, coach. Solide. C'est la passion qui nous unit, mon Phil. Exact. Yes, un plaisir. Puis un bon retour sur la glace. Je te souhaite une bonne fin de soirée de hockey, mon cher. Merci, c'est gentil, Marc. Salut, Phil. Bon été. À la prochaine. Bon camp. Bon tout ce qui s'en vient. Bon Team Québec. Lâche pas ta grosse job. Merci, c'est gentil. Yes, un gros merci. Salut, Marc. Salut, Phil. C'était Phil Paquette, lead coach des Phoenix M18 3A. M18 3A. On va dire le nom comme il faut. Chers amis, j'aimerais remercier Phil alors qu'il n'est plus sur la diffusion, donc une autre fois. C'est vraiment hâte de jaser avec le coach. C'est hâte de jaser avec un gars qui, écoute, c'est coach en chef d'une équipe Midget 3, là. Prend des décisions. C'est comme le premier pas, là, le Midget 3, vers ce qu'on regarde dans nos télés depuis quelques semaines, le professionnel. Pardon. Et puis, Phil, c'est un gars qui est là pour les bonnes raisons. C'est un gars qui coach parce que c'est un leader inné, c'est un gars qui est capable de communiquer son message, de t'amener au même diapason que lui. Ce gars-là, je pense qu'il a réussi à faire ça sur le podcast. Il va continuer à le faire avec brio dans sa carrière de coach. Donc, Phil, vraiment, que de bons mots pour Phil Paquette, qui est vraiment un individu très classe. Un grand passionné, toujours là pour ses joueurs, dit la tendresse 084. Absolument. Puis, j'irais même jusqu'à dire pour l'avoir côtoyé comme coach, ça n'a pas été mon coach, mais lorsque j'étais très près de l'équipe dans le monde des communications, c'était fou de le voir travailler. C'est un gars avec une éthique. Donc, c'est vraiment bien de l'avoir décortiqué certains aspects pour nous. Même un gars qui n'a pas la langue dans sa poche, qui s'exprime bien en plus. Donc, 10 sur 10 pour le travail de Phil avec nous cette saison. Un gros merci à lui. On se rejoint, chers amis, tout de suite après la pause. C'est FX qui est là pour son dernier segment de la saison. Hey, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Igor particulièrement, qui est du très bon communicateur en terminant. Ça, on ne peut pas lui enlever. Salut tout le monde, à tout de suite.